Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur i24 News pour un nouveau numéro de votre magazine. Les décrypteurs, c'est tous les jours à 18h, heure locale, heure israélienne, une heure pendant laquelle nous analysons et décryptons l'information, notamment de ce mardi 24 février. Alors avant que l'on parle justement de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et en Israël, je voulais vous parler ce soir de la guerre en Ukraine, puisque ce sont aujourd'hui les 4 ans du début de l'invasion russe dans le pays. Le 24 février 2022, les forces de Vladimir Poutine décidaient de reprendre certaines régions d'Ukraine considérées par Moscou comme appartenant à la Russie. Et en 4 ans, des centaines de milliers de personnes ont été tuées et c'est le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça a aussi des conséquences politiques et diplomatiques puisque la Russie, elle est devenue le pays le plus sanctionné au monde avec plus de 25 000 mesures restrictives devant l'Iran et même devant la Corée du Nord. Et Vladimir Poutine, eh bien, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Et qu'en est-il ? 1500 jours de combat après, eh bien, cette guerre se poursuit toujours et ça semble encore loin de se terminer parce que le Kremlin estime que beaucoup, je cite, de ses objectifs ne sont pas encore atteints et il promet que son opération militaire spéciale se poursuivra jusqu'à ce que la Russie atteigne ses objectifs. Alors, il y a bien des négociations qui ont commencé sous l'égide, là encore, des États-Unis, mais pour l'instant, ça n'avance pas trop. Il faut dire que Donald Trump, il est un peu occupé en ce moment. Il a, entre autres, un dossier sur les bras qui s'appelle l'Iran. D'ailleurs, monsieur le président des États-Unis, si vous nous regardez, on ne sait jamais, si vous pouviez vous décider de frapper ou non, juste que l'on puisse savoir, et puis comme ça, eh bien, vous pourrez passer à un autre sujet et peut-être reprendre les négociations entre la Russie et l'Ukraine, avec l'espoir peut-être donc de mettre fin à ce conflit qui entre donc aujourd'hui dans sa 5e année. Mathieu Winding, bonsoir, on vous retrouve, vous allez nous faire un tour de l'actualité. Oui, bonsoir Océane, bonsoir à tous, voici donc les titres de ce mardi 24 février. À 2 jours du 3e cycle de pourparlers entre Washington et Téhéran, prévu à Genève, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien Ali Larijani doit se rendre ce mercredi à Mascate, la capitale d'Oman. Il doit remettre officiellement la réponse de l'Iran suite au 2e round de négociations. La précédente journée de négociation à Genève s'était achevée avec la promesse iranienne de formuler une proposition aux négociateurs américains. La décision du président américain d'ordonner ou non des frappes contre l'Iran dépendra des recommandations de Steve Witkoff et de Jared Kushner. Donald Trump dit préférer la diplomatie, mais il n'exclut pas l'usage de la force. Les États-Unis mettent en garde le Hezbollah. Si un accord n'est pas conclu avec l'Iran, l'armée américaine pourrait frapper non seulement Téhéran, mais ses proxys, dont le Hezbollah au Liban. À Beyrouth, le gouvernement libanais a exhorté l'organisation terroriste à éviter toute implication dans un potentiel conflit. En parallèle, Israël a averti le gouvernement libanais qu'il frapperait les infrastructures civiles si le Hezbollah intervenait dans un éventuel conflit entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis ont renforcé leur présence dans la région, notamment avec le déploiement du porte-avions Ford, non loin des côtes libanaises. Le Hamas infiltre les institutions créées par le plan de paix. Le média Zman Israël dévoile des documents internes du groupe terroriste qui cherche à monter un gouvernement parallèle opérant dans l'ombre. Donald Trump a récolté 7 milliards de dollars pour la reconstruction de la bande côtière, mais le Hamas refuse de déposer les armes et place ses hommes dans la nouvelle administration technocratique. 4 mois après le cessez-le-feu, l'organisation terroriste ne contrôle que la moitié de Gaza, mais elle nomme ses commandants à des postes administratifs civils, se réorganise et se réarme. La position d'Israël est claire, Jérusalem veut le désarmement total du Hamas, une offensive de Tsahal pour briser l'organisation terroriste est donc sur la table. 4 ans après le début de la guerre en Ukraine, environ 23 000 ressortissants ukrainiens vivent en Israël. Ils n'ont pas de statut de réfugiés. Une ONG d'aide aux réfugiés alerte sur leurs conditions de vie. Une majorité de ces réfugiés sont des femmes arrivées après l'invasion russe du 24 février 2022. Elles seraient près de 14 000. Les 9 000 autres se trouvaient déjà en Israël en tant que migrants, demandeurs d'asile ou sans-papiers. Un régime social de protection civile les met à l'abri d'une expulsion, mais n'ouvre pas de droits sociaux à long terme. Le ministère israélien de l'Intérieur a prolongé la protection collective jusqu'à fin mars. En Australie, une commission royale pour l'attentat de Bondi Beach est mise en place. Canberra lance donc une enquête gouvernementale sur la tuerie de masse survenue en décembre 2025 à Bondi Beach. Lors de la célébration de Hanouka, 15 personnes avaient été assassinées ce jour-là.
La commission royale, qui a des pouvoirs étendus, peut contraindre des personnes à témoigner. Elle a pour but d'examiner les événements liés à l'attentat ainsi que l'antisémitisme et la cohésion sociale en Australie. Elle doit rendre ses conclusions d'ici décembre prochain. La présidente de la commission peut également faire la lumière sur les mesures de sécurité prises pour cet événement et rendre compte de l'efficacité des services de renseignement et des forces de l'ordre. Merci beaucoup Mathieu Wending pour ce tour de l'info. Et il est temps pour moi de vous présenter qui sont les décrypteurs de ce soir. Alors, on va commencer par les femmes, évidemment. Myri Maman, bonsoir, rédactrice en chef d'i24 News. À vos côtés, Jonathan Serror, vous êtes rabbin de la synagogue Zion Etz Chaim. Merci d'être avec nous. Et face à vous, il y a Michael Nabet, vous êtes fondateur du think tank Human Face, chargé d'études sociologiques. Et puis à côté, il y a Dov Maimon. Merci d'être avec nous, directeur de recherche au Jewish People Policy Institute. Ce sont donc nos décrypteurs qui vont donc analyser ce soir cette actualité et on commence évidemment avec l'Iran et les États-Unis. Est-ce que Washington va se décider à frapper ou non le territoire iranien? Quand est-ce que ça va se faire? Combien de temps ça va se faire? Est-ce que ça va être une guerre longue, une guerre plutôt courte? Est-ce que la voie diplomatique va finalement suffire à Washington? Des questions qui, pour l'instant, restent sans réponse. Mireille, on va commencer avec vous, puisque Donald Trump, il prévient que s'il n'y a pas d'accord, ce sera un jour très sombre pour l'Iran. C'est une nouvelle menace, alors que jeudi, il doit y avoir un nouveau round de négociations entre Téhéran et Washington. Oui, Océane, Donald Trump qui souffle le chaud et le froid. Un jour très sombre pour l'Iran. Cette phrase de Donald Trump n'a pas été lancée au hasard. Il faut dire qu'il y avait des informations qui disaient que le chef d'état-major de l'armée américaine refuserait, selon ces informations, une guerre contre l'Iran. Donald Trump dit là, ce n'est pas vrai. L'état-major est aligné sur mes décisions. Donald Trump démonte donc et affirme qu'il n'y a aucun problème de positionnement entre lui, donc la tête pensante, et l'armée américaine. Alors nous sommes à un moment charnière des négociations. Vous l'avez dit, jeudi, les deux parties se retrouvent à Genève et donc Washington durcit le ton. Ce n'est pas nouveau. Si l'Iran joue la montre, l'option militaire ne sera pas théorique. Selon des sources d'ailleurs à la Maison-Blanche Océane, Donald Trump a plusieurs plans. Il consulte en ce moment même que ce soit l'armée américaine ou ses conseillers sur la marche à suivre. Alors justement, qui influence réellement la décision de Donald Trump? Alors, tout d'abord, il y a son premier cercle. Vous savez, ce sont des noms qui reviennent souvent. C'est Jared Kushner et Steve Witkoff, deux hommes de confiance, deux canaux directs vers Donald Trump. Il n'y a pas besoin de passer par un intermédiaire. Ils portent la négociation, mais ils sont aussi là pour évaluer la crédibilité de l'Iran. S'ils concluent que Téhéran cherche à gagner du temps et ne veut pas aller vers un accord, eh bien, ils pourront, eux, appuyer sur le bouton pour enclencher cette guerre, en tout cas convaincre le président américain. Et puis il y a les militaires, eux sont plus tempérés, les généraux américains qui savent qu'une frappe contre l'Iran, même si elle est minime, limitée et ciblée, pourrait embraser la région, entraîner même le Hezbollah dans la guerre, emmener aussi les milices chiites et irakiennes. Et donc ça ne s'arrêtera pas à une guerre contre l'Iran. Vous l'avez vu, plusieurs canaux de discussion pour Donald Trump, mais évidemment celui qui décidera, qui donnera la réponse finale, c'est Donald Trump. Donald Trump qui va donc choisir ou non de frapper. Michael, peut-être une réaction. Est-ce que vous pensez que Donald Trump va frapper l'Iran ou est-ce qu'il va encore privilégier peut-être la voie diplomatique? Mais écoutez, je crois qu'on va voir ça au jour le jour. De toute façon, aujourd'hui, l'Iran a quand même la force d'être un pays qui a la capacité de frapper dans tout le Moyen-Orient et qui aussi menace sa population elle-même. Donc c'est-à-dire que Trump, s'il décide de rentrer en Iran, c'est pour améliorer la situation. Et l'Iran, c'est comme un pays qui fait 1/5 des États-Unis. Donc ça veut dire que c'est un pays qui est difficile à contrôler. C'est pas du tout certain que Trump ait réellement envie d'y rentrer. Pour l'instant, on est dans une phase de dissuasion. Ça fait partie de la guerre, surtout au Moyen-Orient. C'est un langage diplomatique. Et chaque jour va suffire à sa peine pour décider si oui ou non l'Amérique va rentrer en Iran. Il faut, selon vous, Dov, peut-être obligatoirement une option diplomatique ou peut-être que l'Iran peut surprendre en proposant une version fiable pour ce deuxième round de négociations? Tout à fait. Ce qui est clair, c'est que Donald Trump lui préférera une option diplomatique. Parce qu'il faut qu'il se comprenne qu'on est très, très proche des élections qui vont être très proches les moitiés, les mi-termes de novembre, de très bientôt finalement. Donc ce qu'il faut se faire, c'est qu'il ne peut pas avoir ni ramener des cercueils,
Ça ne sera pas bon pour lui. Les Américains sont clairs là-dessus. Ils ne veulent pas entendre parler de cercueils qui reviendront de soldats américains qui ont été tués loin de chez eux. Et ils ne veulent pas rentrer non plus dans une nouvelle guerre qui sera un bourbier où il risquerait de perdre sa base. Donc ils préfèrent l'option diplomatique. C'est ce qu'ils préfèrent. Ensuite, ils racontent des choses qu'on n'a pas vraiment, on ne les croit pas. Puisqu'ils nous ont dit, la dernière fois, pendant la guerre de 12 jours, ils ont dit qu'ils avaient détruit tout l'arsenal nucléaire, et puis là, ils sont en train de dire l'Iran est à 1 semaine d'avoir la bombe. Alors, depuis juin, ils ont déjà reconstruit tout ça, donc on ne croit plus tellement ce que dit Donald Trump. On sait par contre qu'il a la capacité, il a aujourd'hui toute la force américaine possible, il peut faire une attaque qui pourra durer même 50 jours d'affilée. Il suffit qu'il appuie sur le bouton et il peut déjà pratiquement détruire tout ce qui est en Iran. C'est dans ses mains, il va décider à chaque instant, il attend. Normalement, on devrait attendre jusqu'à jeudi pour le prochain round de négociations dont vous avez parlé. Et puis, tout est possible à n'importe quel moment. Toutes les options sont sur la table pour l'instant. On pense que ça peut avancer. Et Donald Trump, il y a aussi quand même tout son arsenal militaire, du moins beaucoup. Il y a le porte-avions Ford qui devrait arriver demain. Est-ce que c'est possible que malgré tout ça, Jonathan Serror, Donald Trump fasse finalement un Donald Trump, un coup de bluff, et finalement la voie des négociations va passer? En réalité, vous savez, moi, à chaque fois, j'entends les paroles du Rav Kook, l'écho de ces paroles qui se dévoile à chaque fois à travers la réalité que nous sommes en train de vivre en ce moment. On voit les nations qui hésitent entre, d'un côté, la voie de la force et de l'autre côté, la responsabilité morale. Et quand il y a cet hésitement entre les deux, parce que ça fait 1 semaine, 10 jours qu'on nous parle, oui, ils vont attaquer, ils ne vont pas attaquer. Même plus, là, quand même. Même plus, voilà. Il y a une hésitation, mais c'est la preuve comme quoi, il l'a dit, Trump l'a dit lui-même, il aurait préféré, bien sûr, des accords. C'est pour ça qu'ils vont peut-être se rencontrer aussi en Suisse. Mais on voit que l'hésitation, en fait, quelque part, tout le monde essaye de limiter les dégâts, parce que spirituellement, il y a un phénomène qui s'est enclenché de responsabilité morale. Alors, est-ce que Téhéran adopte cette démarche? Ça, on le verra, mais en tout cas, c'est clair que tout le monde essaie de minimiser. On ne veut pas frapper. On a vu les Iraniens, tous qui ont été tués par le régime des ayatollahs. Il y a une sorte de phénomène de purification qui est en train de s'enclencher dans le monde, et qui sait peut-être que Alvaï, au final, ils n'auront peut-être pas besoin de frapper, et qu'il faut toujours croire au miracle. Peut-être qu'ils vont, d'un seul coup, il va y avoir un miracle, et puis voilà, qui est peut-être le moins de morts possible. Alors le problème, c'est que pour l'instant, dans les pourparlers qu'il y a, on parle uniquement du nucléaire. Or, il y a la question du balistique, qui est quand même assez importante côté israélien, Myri. C'est une ligne rouge pour Israël. Il faut que l'accord, si accord il y a, concerne évidemment le nucléaire. C'est une menace existentielle pour Israël, mais aussi les missiles balistiques qui peuvent atteindre Israël, notamment avec des têtes nucléaires. Si un jour l'Iran arrive à cette technologie, il y a aussi les milices, on en a parlé, du Hezbollah, les milices chiites en Irak et en Syrie, aux portes d'Israël. Finalement, les Houthis qui nous ont embêtés quand même pendant ces mois de guerre. Et donc pour Israël, il faut que toutes ces menaces soient neutralisées. Sinon, pour Israël, l'histoire n'est pas terminée. Le dossier ne sera pas refermé. Et imaginons tout de même que les Américains signent un accord et que pour eux, l'histoire et la menace iranienne est terminée. Pour Israël, non. Israël se garde le droit, d'ailleurs, de frapper Téhéran si il estime qu'il n'y a pas de sécurité pour Israël. Ce qui est important de dire aussi, c'est que pour l'instant, dans les plans de Donald Trump, il n'est pas question d'envahir l'Iran. Il n'est pas question, ça ne sera pour l'instant, si frappe il y a, ce sont des frappes aériennes. D'ailleurs, on voit que l'arsenal qui est tout autour dans le golfe Persique est un arsenal de frappe, force de frappe extrêmement forte. Mais en Israël, on dit déjà que ça ne suffira pas pour une longue opération parce qu'il faut ravitailler en armes, en bombes, etc. et qu'il n'y aura pas assez pour tenir suffisamment la distance. Pas plus d'1 ou 2 semaines de frappe intensive. Est-ce que ça suffira pour faire tomber le régime des ayatollahs? C'est une bonne question. Et surtout, est-ce que ce sera suffisant pour faire tomber les gardiens de la révolution? Parce que si ce n'est pas politique, si ce n'est pas les ayatollahs, donc le côté idéologique, ce sera un régime militaire qui n'est pas beaucoup mieux
ni pour Israël, ni d'ailleurs pour la population iranienne. C'est ça, on rappelle que les manifestations qui ravagent le pays depuis le 26 décembre, il me semble, à la base, elles réclament, justement, la chute du régime iranien. Est-ce que vous pensez que, dans ce cas-là, Israël doit en effet agir seul si les États-Unis décident de ne pas frapper? Est-ce qu'Israël doit aller attaquer l'Iran? Alors, je vais vous répondre. Écoutez, Israël, pour l'instant, n'a aucune envie d'être en désaccord avec Donald Trump. Pour l'instant, Israël considère qu'il est beaucoup mieux pour Israël et pour le monde entier, pour ne pas casser surtout les rapprochements qui se font avec l'Arabie saoudite, avec différents acteurs de la région, les Émirats arabes, etc., peut-être même avec la Turquie et le Qatar, qu'Israël a tout intérêt à ce que ce soit les Américains qui soient en front, qu'on n'accuse pas Israël d'avoir traîné l'Amérique dans la guerre. Ce serait une catastrophe pour le judaïsme américain et pour le judaïsme israélien. Donc c'est d'ailleurs ce que je voudrais partager avec vous, un sondage qui est sorti aujourd'hui du JPPI, du Jewish People Policy Institute. Vous savez, on a un panel de 10 000 juifs américains. On a aussi 10 000 Israéliens qui nous permet d'avoir online. Et on publie 2 fois par mois. Et là, c'est sorti en hébreu, c'est pas encore sorti, ça n'a pas été envoyé aux journaux américains. Mais on a donné les chiffres où, justement, pour la première fois, on a un accord parfait entre les Juifs américains et les Juifs israéliens. C'est lié évidemment aux massacres qui se font à Téhéran et dans les différentes villes de civils. Il se passe qu'aujourd'hui, alors que sur le dossier palestinien, comme chacun sait, les Juifs américains pensent qu'il faut avoir 2 États pour 2 peuples, et les Israéliens sont beaucoup plus réticents. On connaît les chiffres, c'est 15% des Israéliens qui sont pour ça, alors qu'aux États-Unis, plus de la moitié des Juifs américains veulent 2 États pour 2 peuples, et pour les Israéliens, ils disent mais avec qui, de quoi vous voulez, etc. Tout ça on connaît. Sur le dossier iranien, 51% des Juifs américains sont pour une attaque de l'Iran. 34% parmi eux sont même une attaque qui serait traduite par une chute des mollahs, de la monarchie du royaume des mollahs. Et donc, ce serait donc les Juifs américains, au contraire, dans leur objectif libéral, ils seraient très contents. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que les Juifs américains aimeraient qu'Israël attaque? Ça les mettrait dans une situation terrible. Évidemment, Israël a d'autres objectifs que de tenir compte de ce qui se passe chez les Juifs de diaspora. Il doit d'abord s'occuper de ses propres citoyens. Mais il y a aussi cette idée-là qu'on ne doit pas forcément mettre les communautés juives en danger ou dans une situation insupportable. Donc, pour l'instant, en tout cas, il se passe que les États-Unis et Israël sont normalement sur la même longueur d'onde. On a vu plusieurs voyages, évidemment, de Netanyahou à Washington. On pense que normalement les choses vont se faire, mais on verra. Ça va de toute façon. Là, je crois qu'on est arrivé à la fin du calendrier. Là. Tout se fait au jour le jour. Alors, vous parlez des Juifs de diaspora. Selon un média saoudien, eh bien, Israël envisage d'évacuer ses ambassades israéliennes à l'étranger, notamment en Europe, en Asie et en Amérique latine. Michael, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que l'Iran, au vu de cette situation extrêmement tendue, eh bien, s'en prenne aux entités israéliennes à l'étranger ou même aux personnes de confession juive à l'étranger? Est-ce qu'il y a un risque selon vous? Pour l'instant, l'Iran, ce qu'ils veulent faire, c'est jouer la montre. Donc, je pense qu'ils vont essayer de faire profil bas à l'étranger. En tout cas, c'est mon sentiment. Mais juste pour revenir sur ce que disait Dov, c'est vrai qu'à l'issue de la guerre des 12 jours, là, Israël aurait pu essayer de continuer à faire tomber le régime des mollahs, et c'était peut-être opportun. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'ils veulent rentrer dans cette logique, ils n'ont pas la possibilité à aucun niveau de le faire, et ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors, si frappe en Iran, quelles seront les conséquences et est-ce qu'il y aura des conséquences pour la région? Plusieurs pays semblent en tout cas inquiets. Le Liban en tête, on va en parler avec vous. Michel Fayad, vous êtes enseignant en géopolitique à l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Merci d'être avec nous. Alors, le Premier ministre libanais a lancé un message justement au Hezbollah: n'entraînez pas le pays dans une nouvelle aventure. Est-ce que vous pensez que le Hezbollah peut justement profiter d'une nouvelle guerre avec l'Iran pour lancer de son côté une nouvelle offensive contre Israël? Oui, parce qu'aujourd'hui, s'il y a une guerre entre les États-Unis et l'Iran, et avec une implication israélienne ou non, de toute façon, l'Iran considérera, la République islamique d'Iran considérera que c'est une guerre pour sa survie. Et donc, le Hezbollah, qu'elle a créé de toutes pièces, devra se battre pour le maintien de sa survie. Et donc, le Hezbollah forcément rentrera en guerre selon le concept que Khomeini avait développé, qui est le concept du Velayet el-Fakir, auquel donc le Hezbollah appartient, c'est-à-dire la soumission des proxys et si vous voulez, au guide suprême iranien, le guide Ali Khamenei.
Et donc, le Hezbollah obéira à tout ce qu'il voudra à tout ce qu'il voudra qu'il fasse. Donc, eux feront vraiment tout ce qu'il veut lui, et non pas ce que veut le Premier ministre libanais, le président libanais, l'armée libanaise, le peuple libanais. Tout ça, ne leur importe guère. Vraiment, ce qui leur importe, c'est vraiment obéir au Vilayet et Fakir, c'est-à-dire obéir au guide suprême qui les appelle Wali el-Fakir. Est-ce que vous pensez que le Hezbollah a encore les capacités suffisantes justement pour affronter une nouvelle fois l'armée israélienne alors que Tsahal frappe justement quotidiennement des infrastructures du Hezbollah au Liban? Il est sûr qu'Israël essaye de maintenir le Hezbollah dans une situation extrêmement compliquée pour eux, donc essaye d'affaiblir le Hezbollah, mais en même temps, l'Iran a envoyé $1 milliard depuis la guerre des 12 jours au Hezbollah. Le Hezbollah a également ses propres sources de financement en Afrique, en Amérique latine. Il a également encore des missiles importants dans la Beka, puisque lors de la guerre avec Israël, ils ne les avaient pas utilisés. Il y en a qui ont été détruits, mais il y en a qui sont cachés, qui existent toujours. Donc en réalité, le Hezbollah maintient quand même une certaine capacité. Il est également présent au Parlement libanais, au gouvernement libanais, et même à l'un de ses membres qui est l'un des conseillers du président de la République. Et justement, on parle donc des capacités militaires du Hezbollah. Où en est-on du désarmement 1 an et demi presque après l'accord trouvé entre Beyrouth et Jérusalem? L'armée libanaise et le gouvernement libanais prétendent que le Hezbollah a été quasiment désarmé au sud du Litanie et que le Hezbollah doit poursuivre son désarmement même au nord du Litanie. Dans les faits, il est clair que le Hezbollah est encore présent au sud du Litanie et ne souhaite pas se désarmer au nord du Litanie. D'ailleurs, on a appris ces derniers jours comme quoi l'Iran est en train d'envoyer des gardiens de la révolution iranienne pour intégrer l'état-major du Hezbollah et donc en prendre vraiment le commandement. Et ça montre bien que le Hezbollah s'apprête à participer à toute guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis, puisque donc justement ces gardiens de la révolution sont en train de prendre des postes clés militairement au sein du Hezbollah, un peu comme vous savez, au début du Hezbollah, puisqu'au début du Hezbollah, c'était vraiment les gardiens de la révolution iranienne qui étaient aux commandes. Et petit à petit, le Hezbollah s'était libanisé. Et depuis la décapitation du commandement du Hezbollah par Israël ces derniers temps, eh bien, le Hezbollah s'est à nouveau iranisé. Et donc, il y a énormément d'officiers du Hezbollah qui sont aujourd'hui des Iraniens. Rappelez-vous, en fin d'année dernière, le chef d'état-major du Hezbollah qui avait été tué par Israël était un Iranien et non pas un Libanais. Donc ça peut entraîner finalement, si conflit en Iran, il y a une guerre de plus grande ampleur et une guerre régionale. Ah oui, c'est certain. Et cette fois-ci, si la République islamique est menacée dans son existence même, eh bien, il est fort probable que non seulement le Hezbollah rentrera en guerre, mais également les Hachis Charbi en Irak et également les Ansar Allah, c'est-à-dire les Houthis au Yémen. Tous vont rentrer en guerre et vont frapper autant qu'ils peuvent sur toutes les cibles qu'ils peuvent. Vous savez que les 2 plus grandes ambassades des États-Unis au monde se trouvent respectivement donc en Irak, la plus grande, et au Liban, la 2e plus grande. Il y a également énormément de bases militaires américaines qui sont à portée de tir des Iraniens et de leurs proxys. Et il y a également donc Israël qui sera forcément une cible également. Donc, vous voyez, ça ne sera pas une guerre très simple, ça sera une guerre qui sera longue et compliquée à mon sens. Bien évidemment, je souhaite la chute de la République islamique, il n'y a aucun doute. Est-ce que l'armée libanaise, qui se veut être donc opposée évidemment au Hezbollah, peut jouer un rôle justement, peut-être cette fois en faveur d'Israël? Non, il ne faut pas compter là-dessus parce que, vous savez, 50% des soldats de l'armée libanaise sont sunnites. Donc les sunnites de l'armée libanaise ne vont pas aujourd'hui rentrer en guerre contre les chiites pour provoquer une sorte de fitna entre sunnites et chiites. Je n'y crois pas du tout. Et n'oubliez pas aussi que au sein des forces armées libanaises, il y a la sûreté générale qui est dirigée par un chiite et qui est infiltrée depuis de nombreuses années par le Hezbollah. Il y a également la garde du Parlement qui est en réalité la milice de Nabir Berri Amal qui a porte l'uniforme de cette garde parlementaire qui est donc en réalité une milice alliée du Hezbollah.
En réalité, ce n'est pas simple pour l'armée libanaise d'agir. Et il faut vraiment comprendre que lorsque le Liban est tombé le 13 octobre 1990, la Syrie et ses alliés, Hamas, Hezbollah et autres, ont vraiment pris le contrôle de toutes les institutions du pays, si bien qu'il est extrêmement compliqué pour l'une d'entre elles vraiment de vraiment libérer le pays. Elles sont toutes infiltrées ou bien toutes paralysées d'une manière ou d'une autre. Donc je ne dis pas que l'armée libanaise est infiltrée, mais l'armée libanaise est de fait paralysée de par sa composition à moitié sunnite et du fait de l'existence de cette sûreté générale qui est sous le contrôle des chiites. Merci beaucoup Michel Fayad d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant géopolitique à l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. On marque une courte pause et on revient tout de suite sur le plateau des décrypteurs. À tout de suite. C'est nul d'être un adulte. Les adultes, ils doivent travailler toute la journée. Les adultes, quand ils reçoivent du courrier, c'est que des factures. Et les factures, ça craint. C'est vrai, oui. Mais nous, on a permis de conduire. Alpine A290 électrique, manufacturée en France. Une activité pro sans site web pro? Mais pourquoi? Trop d'articles en stock et pas de boutique en ligne? Mais pourquoi? Un site web qui vous prend beaucoup de temps? Mais pourquoi? Utilisez les outils d'IA intelligents de Yonos pour créer votre site en quelques secondes et booster votre réussite en ligne. Yonos, domaine, site internet, cloud. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unités mobiles, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Vous vous souvenez de cette époque? On entendait ça quand on allait sur Internet. On mettait 1 heure pour écrire un texto. Les téléphones à clapet étaient cool. Et on découvrait les forfaits illimités. Jusqu'à aujourd'hui, où on stream, on fait des stories, des tutos, des vocaux, des visios. Mais tout ça pour dire les mêmes choses. On en a vécu des choses ensemble depuis près de 40 ans. Chez SFR, on s'engage chaque jour pour nos 25 millions de clients. SFR, on s'engage pour vous. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations! Vous avez un téléphone? Parfait! Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus! Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Chaque être humain porte en lui les talents que Dieu lui a donnés et mérite d'être vu et écouté comme tel. Chez Optical Center, bien voir, c'est privilégier ce qui nous unit. Et bien entendre nous amène à bien nous entendre pour construire des relations de confiance. Ensemble, continuons à bâtir une humanité plus solidaire, capable chaque jour de voir le beau et d'entendre le bien en chacun.
Parce qu'au Moyen-Orient, chaque jour qui passe écrit l'histoire. Parce qu'ici, tout va plus vite. Tout s'amplifie. Parce que vous informer, c'est notre ADN. La Grande Édition, votre rendez-vous quotidien et en direct. Du dimanche au jeudi sur i24 News. De retour sur le plateau des décrypteurs, toujours en compagnie de Myrim Amman, Jonathan Serror et face à vous, Dov Meiman et Michael Nabet. On va parler de Judée-Samarie, puisqu'il y a 18 pays qui accusent Israël de progresser vers, je cite, une annexion de facto de cette région. Dans une déclaration conjointe, ces pays, qui sont pour la plupart des pays européens ou à majorité musulmane, affirment que les mesures adoptées par le gouvernement israélien participent d'une trajectoire claire destinée à modifier la réalité sur le terrain. Selon eux, ces initiatives constituent une attaque directe contre la viabilité de la solution à 2 États. Une réaction qui commence, j'en suis sûre que vous allez vouloir. Jonathan. Dov. Bon, écoutez, oui, en fait, il y a un changement qui est en train de se passer assez clairement et qui est au niveau de la politique israélienne. Ça veut dire que les Israéliens, quelque part, ont arrêté de bégayer, ont arrêté de dire et de faire semblant et de jouer le jeu et de faire semblant. Et on a compris que ceux qui sont avec nous et qui comprennent les enjeux du Moyen-Orient comprennent qu'il faut que les gens s'assurent. Et on a vu différents partis, y compris en Europe, des gens qui comprennent qu'Israël a besoin de, si quelqu'un touche un cheveu d'un Israélien, il doit être réduit à néant pour que cette menace n'existe plus. Et de la même manière, il va falloir assurer la sécurité de ses citoyens et que la vie de nos citoyens passe avant celle de nos ennemis. Et donc, il s'agit maintenant de savoir comment Israël peut garantir la sécurité de tout le pays. Et pour avancer dans tout le pays, Israël a changé de politique. Alors ça, c'est une première chose. Donc, Israël, d'une manière générale, les Israéliens sont quand même, depuis le début d'octobre 2023, les Israéliens sont quand même devenus beaucoup plus, je dirais, patriotes, plus nationalistes, pour essayer de dire qu'on ne peut faire confiance qu'à nous-mêmes, on peut compter sur personne, on n'a plus envie on ne veut plus revenir au 6 octobre, ni au 5 octobre, ni au 4 octobre. Donc, il va falloir qu'on s'assure que notre propre sécurité, si elle doit passer par le fait qu'on doit être sécurisé face à des incursions ou à des gens qui nous dérangent, Israël va prendre des positions supérieures. On voit toutes ces fermes et ces nouvelles implantations qui se stallent un peu partout sur les collines. On a une concurrence des jeunes sur les collines. Un terrain qui n'est pas pris par les Juifs est pris tout à coup par d'autres populations. Donc il s'agit maintenant de conquérir au fur et à mesure. Alors on peut voir ça comme une forme d'annexion rampante. J'entends la critique. C'est pas vraiment ce que fait Israël. Israël essaye de simplement sécuriser la sécurité de ses citoyens. Et si ça doit se passer par le fait qu'il va falloir occuper une grande partie de la Judée-Samarie, ça passera par cela. Et que les gens qui nous aiment, et puis on arrête de vouloir être aimés. C'est un des grands problèmes du peuple juif, c'est qu'on a un besoin d'être aimé et on est prêt à faire n'importe quoi. Évidemment, c'est une situation qui n'est pas souhaitable. Alors Israël, et le dernier point sur lequel je veux insister, on est en année électorale. Alors les gens sont obligés de prendre des décisions qui sont un peu populistes pour montrer qu'ils font quelque chose. C'est aussi politique. Et donc, et même le fait que plus les Européens vont les critiquer, plus ils vont montrer leurs muscles comme quoi ils font des choses et que justement ils n'ont pas peur, ils sont véritablement virils. On est quand même dans la virilité ardente du Moyen-Orient. On est dans un discours un peu de muscles. C'est pas forcément ce qui est la meilleure façon de faire avancer les choses, mais on doit jouer aussi avec les contraintes de la politique locale et des élections. Jonathan Serror, vous voulez réagir? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Dov. On l'a vu le 7 octobre. Tous les kibbutzim qui entourent la région de Gaza ont fait quelque part, ils ont représenté une zone tampon et quelque part, malheureusement, ils ont tout pris. Mais si ces kibbutzim n'étaient pas là, eh bien, on le sait, ils avaient l'intention d'arriver jusqu'à Tel Aviv et d'envahir tout le pays. Donc c'est évident que la présence juive, pas seulement que sur le plan spirituel, comme le dit le Zohar, dès qu'il y a une présence juive sur la terre d'Israël, ça repousse tous nos ennemis. Mais c'est évident que stratégiquement, il faut qu'il y ait une continuité territoriale. Je pense, comme l'a dit Dov, que c'est ce que le gouvernement en place essaye de mettre comme stratégie en place, de créer d'abord, d'essayer de freiner
l'invasion palestinienne qui s'étale de façon non légale. Mais pour réagir, eh bien, il faut justement implanter toutes sortes de villages. Vous en avez parlé aussi sur votre plateau, des fermes agricoles qui prennent un maximum de terrain parce que c'est, on va le dire très simplement, c'est ou eux ou nous. Et après le 7 octobre, comme vous l'avez dit, on ne veut pas retourner à la veille du 7 octobre. Et donc, il faut d'abord briser cette continuité territoriale à côté de Ma'ale Adumim, ce qu'on appelle le Mont Rouge en Israël, et freiner donc cette expansion et peupler un maximum. C'est la seule solution. Sur le terrain, il faut une présence sur le terrain, et qui de là découle bien sûr la responsabilité sécuritaire dont parlait Dov. Il ne peut pas y avoir de sécurité sans présence juive sur le terrain. Aujourd'hui, on l'a vu, ça va de pair, et à l'échelle nationale, eh bien, c'est un enracinement national. Donc oui, que les nations nous critiquent pour ça, eh bien, nous, ça fait 2000 ans qu'on attend de revenir sur nos terres. Il y a 22 pays arabes tout autour. Ils ont suffisamment de territoire. Nous, on a une toute petite parcelle de terre et on ne vient pas au nom de la sécurité, on vient au nom de la Torah, au nom de notre patrimoine spirituel, de nos ancêtres qui ont pris héritage de cette terre. Et nous ne faisons qu'appliquer cet héritage 2000 ans après. Et de toute façon, c'est un processus irréversible, mais bien évidemment, il faut tenter de s'associer à ce processus en peuplant le maximum. Et donc, je dis moi à chaque fois, toute la Judée-Samarie, la vallée du Jourdain, eh bien, c'est la ceinture de sécurité de l'État d'Israël. Alvaï qu'il y ait de plus en plus d'habitants là-bas pour que nous, à Tel Aviv, on puisse continuer à se promener sur les plages de Tel Aviv. Alors, toujours dans ce contexte, il y a des hauts responsables américains qui ont voulu rassurer les gouvernements justement de pays arabes après les propos de Mike Huckabee, des propos de l'ambassadeur des États-Unis en Israël qui reflètent des opinions personnelles et non un changement de politique de l'administration Trump. Selon ces hauts responsables américains, on rappelle que Mike Huckabee avait déclaré qu'il serait acceptable qu'Israël prenne, je cite, l'ensemble des territoires au-delà des frontières actuelles, donc avec l'idée d'un grand Israël. Michael, peut-être une réaction. Est-ce que finalement, ce que fait le gouvernement israélien, les déclarations que l'on a entendues il y a quelques jours de l'ambassadeur des États-Unis ici en Israël, ne mettent pas un petit peu d'huile sur le feu quand même dans ce contexte où Israël est plus que jamais critiqué par la communauté internationale? Effectivement, mais les Américains ont compris des choses que les Européens n'ont pas compris. Ça veut dire que si on regarde les études sociologiques qui sont réalisées en terre palestinienne, à Gaza ou en Cisjordanie ou en Judée-Samarie, peu importe comment est-ce qu'on appelle ça, on voit, d'après les think tanks palestiniens, que 64% des Palestiniens de Judée-Samarie considèrent que la décision du Hamas d'attaquer le 7 octobre était une bonne décision. 64%. Et on était à 82% en décembre 2023. C'est-à-dire, après le choc que le monde entier a eu, ils étaient 82% à soutenir cette attaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une fracture de civilisation entre les Palestiniens de Judée-Samarie, en l'occurrence, là, ce sont les chiffres de Judée-Samarie, avec donc les Israéliens, et que nous, on a compris que finalement, la question de la paix, c'est une question qui doit évidemment se faire à deux, et que si on est dans une logique ici de déshumanisation, on ne pourra pas avancer. Donc les Américains, eux, ils sont dans cette logique. Les Européens, et notamment avec le Quai d'Orsay en chef de file, ils continuent de mettre la pression sur Israël pour lancer des attaques. Ils ont commencé aussi avec les questions de génocide, etc. On a vu le président qui n'a pas contredit le journaliste sur TF1 quand il a posé la question sur le génocide. Donc il y a une véritable fracture entre les Américains et les Français de ce point de vue-là. Alors, il y a une chose très importante à ajouter. Tout à l'heure, Dov Maimon disait que ce n'était pas le moment pour Israël de se fâcher avec le grand allié américain. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette histoire de Judée-Samarie, Cisjordanie, appelez-le ce territoire comme vous voulez, mais pose un vrai problème à Donald Trump et à son administration, à un moment justement critique où il essaye d'avoir le soutien des pays de la région dans son bras de fer
avec Téhéran, où il voudrait normaliser la relation entre Israël et l'Arabie saoudite. Pour l'instant, c'est passé en second plan, mais c'est un des objectifs de Donald Trump. Le fait que Mike Huckabee déclare ce qu'il a déclaré, ça a été sorti de son contexte d'ailleurs, parce qu'il a aussi dit qu'Israël ne voulait pas annexer, ne voulait pas prendre le contrôle, mais voulait sécuriser les lieux, comme l'a très bien expliqué Dov tout à l'heure. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le gouvernement israélien ait ces mesures-là, qu'on soit pour ou contre d'ailleurs les implantations et la vie juive en Judée-Samarie, c'est même pas la question, mais aujourd'hui, à cet instant T, c'est une épine dans le pied, une pierre dans la chaussure de Donald Trump, parce que c'est ce qui ralentit aussi le soutien de certains pays arabes aux initiatives américaines, notamment face à l'Iran et à Téhéran, d'autant plus s'il y a une frappe américaine à un moment ou à un autre. On ne sait évidemment pas s'il y en aura une. Il aura besoin de ce soutien et donc beaucoup en Israël estiment, et je ne parle même pas de l'opposition, mais aussi des analystes sécuritaires et diplomatiques qui estiment qu'il faudrait, en tout cas le temps que la crise avec l'Iran passe, ralentir un peu et ne pas continuer les mesures, d'augmenter les mesures si on veut en Cisjordanie. Il faut que le gouvernement israélien, s'il ne veut pas fâcher Donald Trump, parce qu'après la décision lui revient bien évidemment, il faut qu'il ralentisse un peu sa politique, même si évidemment on est à la veille des élections qui sont importantes et effectivement pour convaincre une certaine partie de l'électorat, il faut évidemment que le gouvernement s'implique plus dans les territoires. Jonathan, rapidement, il y a quelque chose de politique derrière tout ça, vous pensez ? Derrière quoi ? Que ce soit d'ailleurs d'un côté des États-Unis ou d'Israël, ces décisions, ces prises ces décisions du gouvernement israélien. Bien sûr, alors tout le monde dira... Moi je pense, on a vu le ministre des Finances, M. Bezalel Smotrich, il a fait une révolution dans la Judée-Samarie. Il y a des centaines d'habitations qui ont été légalisées pendant le mandat de ce gouvernement. Il sait que il s'adresse bien sûr à son électorat, mais c'est pas seulement pour des raisons politiques. Je pense que c'est vraiment... Moi, je connais personnellement Bezalel puisque on étudié ensemble pendant une période, mais il est convaincu que... Vous savez, on analyse toujours la réalité sur un plan très terre-à-terre. Mais encore une fois, nous, on se doit d'analyser la situation également avec notre foi. Ce n'est pas par hasard qu'on est revenu sur cette terre. Donc, bien sûr que la politique, c'est le vêtement qu'on doit revêtir pour pouvoir mettre en pratique notre foi. Mais ce qui se cache derrière, moi, je suis persuadé, chez le ministre des Finances, tous les ministres qui essayent de faire avancer la construction dans la Judée-Samarie, c'est vraiment une sincère volonté d'essayer de stopper, comme on l'a dit tout à l'heure, l'invasion, entre guillemets, palestinienne. Alors, est-ce qu'il y a une solution ? Il n'y a pas de solution. La solution, elle n'est peut-être pas entre les mains du gouvernement, elle est entre les mains du peuple. Parfois, il n'y a pas que le réveil d'en haut, il y a le réveil d'en bas. On l'a vu en Iran. Bon, je ne sais pas si en Iran ça va marcher. Mais en tout cas, ici, nous, en plus on a également la providence divine qui nous accompagne. Quand on plante quelque chose, on l'a vu, c'est pas grâce à Ben Gurion que le peuple juif a voulu revenir sur sa terre après 2000 ans d'exil. C'est grâce à la promesse de la Torah, comme quoi cette terre appartient à nos ancêtres. Donc, il a réussi à faire revenir des Juifs du monde entier, mais c'est parce que ce qui encourage les gens à venir, c'est justement la promesse de la Torah. Donc derrière tous les exercices politiques et toutes les fables qu'on voit, il y a une main, la main invisible, comme on le dit dans l'économie, qui pousse, et on va y arriver. De toute façon, c'est écrit dans les prophéties, il n'y a rien à craindre. On est en chemin. Donc là, ça, c'était pour le dossier de Judée-Samarie en politique ici en Israël. On va s'intéresser à la politique, cette fois aux États-Unis, à l'intérieur avec vous, Miri, puisque l'administration Trump, elle intensifie ses efforts justement pour traquer les influences étrangères jugées, je cite, malveillantes dans les universités américaines. Il y a vraiment un objectif clairement affiché, Miri, c'est de protéger tout simplement la sécurité nationale. Oui, l'administration Trump veut savoir exactement qui finance quoi. On a vu qu'il y a eu des financements très importants et que cela pèse sur la recherche, l'orientation des débats et aussi sur la politique, ce qui veut dire que plus un État paye les universités, finance
subventionne des universités américaines et plus l'opinion à l'intérieur de ces universités change. Et donc désormais, les universités doivent déclarer tout financement étranger important et le contrôle de la part de l'administration Trump s'intensifie. Pour la Maison-Blanche, vous l'avez dit, c'est une question de sécurité nationale. On parle d'ingérence, d'influence stratégique, de protection des technologies sensibles. Et les universités ne voient pas évidemment ces mesures d'un très bon œil. Elles estiment qu'il y a là une ingérence politique croissante. Et concrètement, alors de qui on parle? Qui sont ces investisseurs étrangers qui inquiètent tant l'administration? Bon, alors sans surprise, il y a la Chine évidemment et le Qatar. La Chine, d'abord, Washington soupçonne Pékin d'utiliser les partenariats universitaires pour accéder à des recherches sensibles, notamment à l'intelligence artificielle, les technologies militaires ou encore la cybersécurité. Vous savez, dans les universités, c'est pas uniquement pour étudier, mais il y a des recherches très poussées. Et puis il y a le Qatar, et cela nous intéresse évidemment beaucoup plus, des milliards investis depuis des années dans des universités américaines prestigieuses, officiellement pour financer la recherche et l'éducation. Mais dans le climat actuel, eh bien, on a vu aussi que plus le financement du Qatar était important et plus l'université, sur le campus, il y avait des actes d'antisémitisme. Une corrélation qui n'a pas pu être prouvée A plus B, mais on sait très bien évidemment qu'il y a un rapport. Pour l'administration de Trump, le problème n'est pas l'argent étranger en soi, il est pour, c'est l'influence qu'il peut acheter. Merci beaucoup Myri. Ça s'est donc passé aux États-Unis. On va rester aux États-Unis puisqu'il y a eu, il y a quelques jours, un dîner. Ça s'est passé à Washington, un dîner auquel il y avait des diplomates, des responsables. Et il y avait l'ambassadrice d'Arabie Saoudite aux États-Unis qui s'est dit, je cite, regretter que son pays, donc l'Arabie Saoudite, n'ait pas normalisé ses relations avec Israël. On se souvient qu'avant les massacres du 7 octobre 2023, c'était clairement sur la table, Riyad et Jérusalem. On va peut-être faire un petit tour rapide. Jonathan, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Riyad et Jérusalem, l'Arabie Saoudite et Israël, doivent peut-être normaliser leurs relations? C'est encore possible selon vous? Vous savez, on est la veille de Pourim. Et à Pourim, on l'a vu, l'histoire de Pourim s'est passée également en Iran. Tout ce contexte historique, parce qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des universités, l'antisémitisme, il a revêtu durant les époques toutes sortes d'aspects. À l'époque, c'était de l'antisémitisme, après c'est devenu de l'antisionisme, après anticolonialisme, aujourd'hui c'est le palestinisme. C'est une cause qui sort des frontières géographiques d'Israël, de Gaza, de la Judée-Samarie, dans les universités, dans les médias. Voilà, tout à l'heure on parlait en France. C'est quelque chose, un phénomène qui est du jamais vu. Si j'ai bien compris, on appelle ça le palestinisme. Un phénomène de haine. Mais moi, j'ose espérer qu'il y a toujours des gens qui continuent à croire à la responsabilité morale. Et oui, voilà, si les Iraniens appellent au secours à Trump et à Benyamin Netanyahou, c'est qu'ils sentent qu'on incarne la morale. Et c'est pour ça que, comme un aimant, ils sont attirés. Ils ont envie, alors peut-être qu'ils ne le feront pas de façon dévoilée devant tout le monde, mais comme ça s'est passé avec d'autres pays arabes, oui, sous le tapis, c'est évident qu'il y a une volonté. On a un peu peur parce qu'après ils vont se faire boycotter par d'autres pays, etc., d'autres pays arabes, mais il y a une volonté et tout est possible. Et surtout au Moyen-Orient, le pays des miracles, tout est possible. Michael, est-ce que vous pensez que c'est encore possible finalement que l'Arabie Saoudite, après tout ce qui s'est passé après ces 2 ans et le 7 octobre, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent encore normaliser leurs relations? Écoutez, pour l'instant, ils sont dans une logique avec d'autres pays du Moyen-Orient et il y a des influences, il y a des enjeux économiques qui sont très importants aussi. Donc, il faut voir dans le détail pour l'Arabie Saoudite ce qu'ils pourraient faire. Maintenant, on n'a que la déclaration d'une ambassadrice aux États-Unis. Alors, c'est une déclaration bien heureuse, mais je ne sais pas si on peut tirer des conclusions sur l'ensemble de l'Arabie Saoudite pour ça. En tout cas, elle se dit donc regretter que son pays n'ait donc pas normalisé leurs relations. Jonathan, vous parliez d'antisémitisme. On va justement se rendre en France où une femme de confession juive a été victime d'insultes antisémites par des militants LFI. Ça s'est passé dimanche lors d'une opération de tractage menée par des militants du parti de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont toqué à plusieurs reprises à la porte de cette personne âgée en se présentant comme étant des soutiens de la candidate LFI.
Paris à la mairie de Paris. Et la résidente leur a expliqué qu'elle ne pouvait pas ouvrir. Elle avait des problèmes de santé. Ces militants qui avaient repéré la mezouza sur le palier l'ont insultée à coups, je cite, de sale juive. On va revenir, on va en parler avec vous. Franck Serfati, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, candidat de Sarah Knafon, donc à la mairie du 19e arrondissement de Paris. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus? On sait que la victime, elle voulait porter plainte. Où on en est? Est-ce qu'elle a finalement décidé de porter plainte? Je n'en sais rien. Je suis comme vous, effectivement, une agression nouvelle, une de plus. Elle n'est pas la seule, malheureusement. Aujourd'hui, je ne sais pas. Effectivement, j'ai appris que cette dame souhaitait déposer plainte et je l'invite vivement à se diriger sans plus attendre au commissariat, avec ou sans avocat. Mais en tout cas, il faut qu'une plainte soit déposée par cette victime au travers d'une agression antisémite qui est totalement inacceptable, gravissime, vous l'avez rappelé, à domicile. Mais vous savez, l'enquête va être menée. Nous saurons exactement, en tout cas je l'espère, fondamentalement ce qui s'est passé. Les auteurs seront appréhendés. Il y a des caméras à l'intérieur de la cage d'escalier et les enquêteurs ne manqueront pas de les exploiter pour autant. Vous savez, vous venez de le rappeler, je suis moi-même candidat et 2 jeunes de notre équipe ont aussi, lundi soir, été malmenés, violentés, agressés, insultés par des candidats et des militants LFistes. On est dans un monde qui marche à l'envers et je posais la question, qui sont les violents, qui sont les xénophobes, qui sont les intolérants? Ce sont les élus et les militants LFistes et de la gauche radicale de façon générale qui n'ont de cesse, depuis maintenant plusieurs années, de troubler l'ordre public, de gêner le fonctionnement normal de la démocratie, de s'en prendre aux juifs, mais aussi aux institutions. Parce que, vous savez, derrière les juifs, ils cherchent à troubler l'ordre public, le bon déroulement de cette campagne politique dont l'ambiance est délétère dans certains arrondissements. Le nôtre, nous avons tracté dimanche dans le 19e arrondissement. Certaines réactions étaient nauséabondes, en tout cas antidémocratiques. L'ensemble des partis a le droit de s'exprimer, de mener campagne. Nous avons nous-mêmes en face de nous des candidats qui ne partagent pas notre position, nos lignes directrices, et pourtant nous les respectons. Du côté de la gauche radicale, alors j'inclus LFI bien évidemment de prime abord, mais aussi le PS, le Parti communiste, les partis écologiques, ils sont dans une dynamique anti-républicaine qui devient particulièrement inquiétante. Est-ce que la France Insoumise, qui est une nouvelle fois tragiquement mise sous le feu des projecteurs, est-ce que c'est un parti qui est devenu finalement un parti à mauvaise réputation? Bien évidemment. Bien évidemment. Vous savez, aujourd'hui en France, en Europe, qui veut ouvrir les yeux de façon honnête et juste saura distinguer entre les partis républicains, ceux qui mènent un combat légitime au travers d'idées qui sont normalement débattues, diffusées, et puis ceux qui veulent anéantir et la civilisation française et nos règles consociationnelles, nos principes républicains. Je viens de donner un exemple de 2 jeunes de notre équipe molestés par des militants LFistes. C'est intolérable, inacceptable. Donc bien évidemment, LFI et les partis qui gravitent autour de cette mouvance sont devenus des dangers pour la République française. Alors on parlait justement des actes antisémites qui sont presque quotidiens en France, à Paris. On est un peu plus de 2 semaines des élections municipales en France. Est-ce que ça va être un sujet de campagne ? Pour certains, oui. Moi, j'ai assisté hier à un tour de table sur les salles de shoot dans le 19e et au travers des salles de shoot, bien évidemment, la question de la sécurité, le phénomène insécuritaire s'est posé. Et dans l'insécurité globale, on dénombre et on dénonce, comme vous venez de le rappeler, des violences anti-juives, vous avez raison de le dire, quotidiennes.
Merci beaucoup Franck Serfati d'avoir été avec nous, candidat à la mairie du 19e arrondissement de Paris. Petite réaction peut-être rapide de Merci à vous. On va relier un petit peu les différents sujets dont on a parlé aujourd'hui. En fait, vous savez, l'islamisme radical a commencé à avoir le vent en poupe après 1979, après la montée de l'Iran et de l'ayatollah Khomeini. Ça veut dire qu'en vérité, si demain, on va voir ce retour de bâton qu'on a vu aux États-Unis, Trump qui va vers les universités, qui les remet à leur place en leur disant votre rôle, c'est d'enseigner, d'éduquer et ne pas faire de la propagande anti-républicaine et contre le libéralisme. Et si on a de tout à coup, on va le voir dans tous les pays d'Europe, on a tout à coup une montée de cette population qui essaye de réagir pour essayer d'avoir plus d'ordre et plus de sécurité. Si on a aussi ce mouvement, donc l'antisémitisme qu'on voit aujourd'hui est évidemment un symptôme d'un malaise plus grand. Fernand Braudel disait que dès qu'on a un malaise dans la civilisation, on va avoir de l'antisémitisme. L'antisémitisme n'est pas en lui-même un phénomène unique, c'est un phénomène qui fait... On est en train de changer d'ordre. On a eu 70 ans d'ordre libéral-démocratique. Il s'est un peu fatigué, il n'est pas capable Il est aujourd'hui plus difficile de porter une kippa à Paris ou à Londres ou à New York qu'à Budapest ou à Moscou. Ça veut dire que les pays libéraux et démocratiques ne sont pas capables de protéger les juifs. Or, le droit fondamental pour un juif, c'est d'abord de pouvoir envoyer ses enfants à l'école et qu'ils reviennent vivants et en sécurité le soir. S'ils n'ont pas capable d'avoir ce droit-là, alors à quoi sert le droit de la presse, le droit de penser si on n'est pas là-bas? Donc ce phénomène est en plein... les choses sont en train de changer. On l'espère. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci également, Myri. Et c'est la fin des décrypteurs. Restez avec nous sur i24 News.